Ah, le Starbucks, un endroit chaleureux pour se détendre et prendre un petit café, c'est comme une sorte de petit refuge. Eh bien, que dites-vous si je vous disais que le Starbucks peut même sauver des vies? Allez, on va découvrir ça de suite. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lara et c'est une américaine de 18 ans qui vit dans l'état du Texas. Son histoire va se passer pendant une journée basique, un samedi. Le matin, elle prend son petit déjeuner avec son père et sa mère ainsi qu'avec sa grande sœur qui est plus vieille de 2 ans. Le petit déj se passe bien et chacun raconte ce qu'il va faire aujourd'hui. Le père va faire de la photographie dans une forêt à 50 km de là. La mère va chez une de ses amies l'après-midi pour papoter tranquille. Quant à la grande sœur, elle va rester à la maison pour se reposer et en profiter pour réviser un peu. Et celle qui nous intéresse le plus pour cette histoire, c'est Lara, qui a prévu de manger avec ses copines le midi. Et l'après-midi, c'est shopping. Ça va, petit programme tranquille. Une fois que c'est fini, Lara part à la douche et après elle se change. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et enfin, elle a trouvé la bonne tenue. Elle a un rendez-vous avec ses copines dans un centre commercial pour 11h30, histoire de manger avant qu'il y ait trop de monde dehors. Elle marche pendant 20 minutes pour arriver devant le centre commercial. Les 3 filles sont à l'heure, ce qui est assez rare. Bref, les 3 filles vont manger et après ça, elles vont faire du shopping. Bon, pour Lara, c'est plus du lèche-vitrine que du shopping, mais c'est cool de profiter entre filles et de discuter. Elle s'est pris juste un petit haut dans son petit sac et c'est pas tout, mais le temps défile. Il est 18h30 et ce serait bien le moment de rentrer chez elle. Elles se disent au revoir à l'entrée du centre commercial. Les 2 copines de Lara partent d'un sens et Lara de son côté. Pour rentrer chez elle, elle sait qu'elle va mettre plus qu'à l'aller, car elle a les jambes vraiment claquées. Elle marche pendant une dizaine de minutes et au bout d'un moment, elle réalise qu'elle entend des pas derrière les siens, qui semblent la suivre et ce depuis un moment en fait. C'est pas comme si quelqu'un prenait le même chemin qu'elle, car sinon il l'aurait dépassée. Elle nous dit qu'elle marche vraiment à 2 à l'heure. En même temps, elle regarde son téléphone. Ce qui fait qu'elle a vraiment un rythme d'escargot. Alors elle décide de faire comme si elle se prenait en photo ou en vidéo dans la rue et grâce à cette technique, elle peut voir qu'effectivement, il y a bien un homme qui la suit. Elle tente même de faire des petites accélérations légères pour voir et il suit le même rythme. Il essaye vraiment de se synchroniser sur son rythme à elle. À force, ça commence vraiment à l'inquiéter. Alors elle se dit qu'elle ferait mieux de retourner dans un segment de la ville un peu plus fréquenté. Elle tourne donc à droite à un moment, alors que pour rentrer chez elle, il aurait fallu continuer tout droit et à un moment, aller à gauche. Ceci étant fait, elle sent que l'homme se rapproche de plus en plus, et ça rend Lara de plus en plus nerveuse. Elle se dit qu'elle a plus que 200 mètres à faire avant d'arriver enfin à une place avec un peu de monde. Et du coup, elle décide de vraiment accélérer le pas. Bien sûr, le gars ne la lâche pas d'un pouce, et il commence même à faire des petits tss, tss. Lara, elle est limite en train de trottiner et elle arrive dans un endroit qui donne accès à plusieurs boutiques. Elle rentre justement dans la première qu'elle voit. C'est un Starbucks, sauf que quand elle rentre, le gars est vraiment collé à elle. Il n'y a même pas 1 mètre qui les sépare. Alors elle décide de s'asseoir à la première banquette qu'elle voit. Elle est sur son téléphone à ce moment-là, elle envoie des textos à ses copines mais aucune d'elles ne répond. Elle est stressée comme pas possible car vous l'imaginez bien, le gars s'est assis à la banquette suivante et en face d'elle. Il ne la lâche pas du regard et elle de son côté, elle regarde partout pour voir si elle peut trouver une solution. Et à un moment, elle croise le regard d'un barista. Il lui sourit et elle voit qu'il prend un stylo et qu'il écrit quelque chose sur un gobelet. Et là, il va prendre ce gobelet et se rapprocher de Lara. Bon, elle se dit qu'il emmène cette commande pour un ou une autre cliente plus loin. Mais non, il va déposer ce gobelet devant Lara. Et j'ai avec moi une photo du gobelet ainsi que du message qui a été inscrit dessus. Je vous mets la photo et je vous traduis tout ça. En gros, ça disait « Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous voulez qu'on intervienne? Et si oui, vous le souhaitez, retirez le couvercle de votre boisson. » Quand elle voit ça, elle se dit « Oh mon Dieu, heureusement, quelqu'un a vu ma détresse. Merci. » Mais d'un côté, elle se dit « Je vais pas ennuyer un mec qui est en train de travailler tranquillement. » Sauf qu'elle voit que le gars bizarre est insistant comme pas possible. Y a aucun doute, il veut qu'une chose, c'est elle. Elle réfléchit encore et à un moment, elle a envie de boire ce chocolat chaud pour se réconforter. Et en vrai, sans faire exprès, elle enlève le couvercle pour mieux boire. Et là, elle voit du coin de l'œil que le barista a sorti son téléphone et qu'il est allé quelque part où elle ne peut pas le voir. Au début, elle se demande s'il a vraiment fait ce qu'elle pense. Et effectivement, plusieurs minutes s'écoulent et elle peut voir une patrouille de 3 policiers rentrer dans le Starbucks. Et vu l'attitude qu'ils ont, ils ne sont pas venus boire des cafés. Ils rentrent là-dedans et l'un des policiers va vers l'accueil. Et bizarrement, notre petit loustic essaye de s'évader comme il peut. Pendant ce temps-là, le barista commence à montrer du doigt le mec qui essaye de s'évader à l'anglaise. Sauf que Lara, elle a envie de prendre une petite revanche et elle fait un croche-pied à ce gars
qui commence à tomber et il se met à insulter Lara de tous les noms. Il commençait à peine à se relever que les 2 officiers l'ont plaqué au sol. Le policier libre a alors demandé à Lara de lui expliquer plus en détail ce qui s'était passé. Et c'est ce qu'elle a fait. Malheureusement, elle a décidé de ne pas porter plainte car elle se dit qu'il n'avait rien fait de mal. Alors voilà, c'est comme ça que ça se finit. Oui, c'est frustrant, mais j'y peux rien. Et oui, la photo du gobelet, elle a été faite après, pas dans le Starbucks. Elle avait d'autres choses à gérer à ce moment-là. Alors pour une fois, je suis content. Le barista, il a bien fait son boulot, le mec il est là. Hop. Il a dû voir, il a dû sentir la peur chez Lara. Il a dû se dire, bon, là le petit café, hop, je vais lui donner gratos. Alors je sais pas si c'était un café ou un chocolat chaud, je sais pas trop. Mais en tout cas, il a géré en mode, retire le couvercle si tu veux de l'aide. Et alors elle, je pense qu'à un moment, elle l'aurait fait, quoi. Je pense que la situation, elle était bizarre, quoique, je sais pas. En fait, je vois pas l'intérêt de ressortir du truc, parce que clairement, il l'aurait suivi de nouveau. Donc vraiment, heureusement que elle a retiré le couvercle sans en faire gaffe, quoi. Bravo à la police aussi qui a intervenu, pour une fois, des fois, parce que des fois, non, il t'a suivi, c'est tout, on s'en fout. Et Lara qui malheureusement n'a pas porté plainte, je pense qu'elle aurait pu tenter une main courante, un truc, en tout cas, je sais pas. En tout cas, c'est quand même très bizarre, le mec était trop chelou. Bref, conclusion bien trop longue, on va passer au second thread d'horreur. En très gros, ça dit « Est-ce que vous allez bien ?» Et la bouteille d'eau qui vient de péter. Voilà, elle a pété. Elle a fait un bruit de machin. Voilà, super, ce sera dans le petit bonus. Voilà, vous voyez, des fois, il y a des petites phrases, elles sont cutées comme ça, il y a un bruit, quelque chose, et là, c'était une bouteille d'eau qui a décidé de sploutch. Voilà, on va refaire la prise, c'est tout. Alors juste avant de commencer ce second thread d'horreur, si tu ne me connais pas, je suis Delcor, et sur la chaîne je raconte principalement des threads d'horreur. Alors si tu as kiffé le premier thread d'horreur, je t'invite à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu pour ne pas louper les prochaines vidéos sur la chaîne. Et le pouce bleu c'est pour dire que t'as aimé, c'est pas avec ça que tu verras les prochaines vidéos sur la chaîne. Aujourd'hui normalement on se retrouve pour 7 threads d'horreur, c'est ce qui est convenu dans mon planning. Mais on verra en fonction de la longueur des threads. Plan de base c'est 7 threads d'horreur. Et justement on commence avec le deuxième. Voici l'histoire d'Olga, une serveuse dans un bar sportif qui se retrouve dans une situation vraiment flippante à cause d'un client. Promis, ça vaut le coup d'écouter jusqu'à la fin. Donc, Olga travaille au bar un matin et là un grand type débrayé vient s'asseoir dans sa section. Il a les cheveux longs et en bataille, des fringues déchirées et sales, pas le genre. Mais Olga, c'est une bonne serveuse, alors elle le traite comme n'importe quel autre client, même si une odeur d'ordure flotte autour de lui. Elle a grandi dans un environnement difficile, maltraité et négligé. Et ça la rend super empathique envers les gens rejetés. Elle a aussi développé des crises d'angoisse, surtout quand elle sent des odeurs d'ordures. Ça lui rappelle l'enfance chez ses parents, qui étaient des accumulateurs. En plus, elle a un trouble post-traumatique, donc elle est toujours en mode alerte rouge au cas où une menace pointerait le bout de son nez. Même si l'odeur de ce type la stresse, elle fait tout pour bien le traiter. Elle se dit qu'il a pas eu de chance dans la vie. C'est le jour où il y a des tacos à volonté. Alors il reste là pendant 5 heures. Et Olga se rend bien compte qu'il mange pas souvent. Ça la touche parce que elle, gamine, elle passait souvent des jours sans manger. Elle le sert aux petits soins et il repart. Fin de l'histoire, pense-t-elle. Mais non, le gars revient la semaine suivante, demande spécifiquement pour elle et là il lui sort une pile d'emails imprimés entre lui et son ex. Il lui demande si elle peut les lire et lui expliquer ce que son ex veut dire dans certains messages. Olga accepte vaguement pour être tranquille, mais elle les fourre direct dans son sac à main sans intention de les lire. C'est comme ça qu'elle découvre que le type s'appelle Steve. Puis il commence à poser des questions sur ses horaires de boulot. Et Olga lui ment sur toute la ligne. À ce moment-là, elle a l'habitude des clients un peu bizarres. Elle a 8 ans d'expérience dans la restauration et une liste d'histoires inventées pour se protéger. Elle lui raconte que son copain est super costaud et colérique, qu'elle a des voisins curieux. Seule erreur, elle mentionne en passant que sa sœur travaille au métro. Et elle lâche son nom. Elle regrette aussitôt, sentant un mauvais pressentiment. La semaine suivante, Steve débarque pendant un de ses quarts de nuit, énervé comme jamais. Il exige de savoir pourquoi elle n'était pas là quand elle avait dit qu'elle travaillait. Olga répond qu'elle a beaucoup changé ses horaires dernièrement. Steve s'énerve encore plus, lui dit qu'elle a intérêt à être là la prochaine fois. Et il s'en va. Un des cuistots raconte alors à Olga qu'il a vu Steve dormir dans sa voiture, sur le parking, le matin même. Et qu'il l'a déjà vu plusieurs fois garé là, rempli de détritus. Une autre fois, Steve vient après le dernier appel, il dit vouloir commander quelque chose, mais Olga lui répond que la cuisine est fermée. Il part en direction des toilettes, mais elle s'inquiète car il ne ressort pas. Sa panique monte d'un cran, elle explique la situation au directeur du bar, qui va le chercher avec le videur. Il le trouve debout sur les toilettes dans la cabine, et il le traîne dehors en lui disant de ne plus jamais revenir.
Olga, flippée, raconte tout à son copain. Quand il vient la chercher ce soir-là, il emmène 2 amis. Et Olga cache son visage, se déguise un peu en sortant. Elle regarde dans les rétros pour voir si quelqu'un les suit. Steve ne revient jamais et Olga finit par démissionner peu de temps après. Puis elle rompt avec son copain, garde l'appartement et fait emménager sa sœur avec elle. Mais quelques mois plus tard, les choses tournent carrément au cauchemar. À ce moment-là, Olga commence à sortir avec sa nouvelle copine, qui vient d'une petite ville et elle veut l'y emmener pour un week-end. Quand elle rentre, l'une des vitres de la fenêtre à plusieurs carreaux est brisée. Olga demande à sa sœur si elle sait ce qui s'est passé, mais elle n'a rien remarqué. Elle n'a même pas quitté la maison du week-end et n'a pas entendu de verre se briser ni rien de bizarre. Plus elles y réfléchissent, plus c'est flippant, parce que ça n'a rien d'une tentative de cambriolage classique. Déjà, elles sont fauchées, il n'y a absolument rien de valeur chez elles, ce que n'importe qui pourrait voir d'un coup d'œil en regardant par la fenêtre. Olga, qui est du genre hyper prévoyante, a mis des stores sur toutes les fenêtres, avec quelques trous que ses chats ont fait. Donc elle a déjà vérifié plusieurs fois ce qu'on peut voir à l'intérieur. Mais ce qui rend la scène encore plus louche, c'est que la vitre a été retirée de la façon super discrète, sans bruit. La personne savait que quelqu'un était chez elle et a fait attention à ne pas se faire entendre. Et puis c'est la première nuit depuis plus d'1 an qu'Olga est hors de la ville. Elle n'a rien posté sur Facebook, juste mentionné à quelques bons amis. Le lendemain soir, elles entendent les chiens des voisins aboyer et grogner, puis des pas dans leur cour. Olga attrape son arme, se glisse dans le salon à côté de la cour et tend l'oreille, en mode reste calme. Est-ce un truc à 4 pattes ou à 2 pattes? Dès qu'elle capte que c'est un bipède, elle commence à allumer et éteint la lumière pour faire croire à l'intrus qu'elles font signe à un voisin. Ça fonctionne et la personne s'en va. Encore une preuve que ce n'était pas une simple tentative d'effraction, qui reviendrait le soir d'après dans la même maison. Olga et sa sœur finissent par acheter des tasers et du spray anti-guêpe. C'est moins cher et ça projette plus loin que le poivre, parce qu'Olga n'a pas de permis pour armes et sa sœur n'en touche pas. Après ça, la semaine reste calme et sa sœur commence à se sentir plus en sécurité. Alors, Olga et sa copine décident de sortir le week-end suivant. Ce soir-là, elles se disputent pour un truc bête. Et quand la copine la ramène, Olga balance un billet de 20 dans la voiture en disant sarcastiquement « Tiens, voilà ma part de l'addition » et elle rentre en trombe. Sa copine réalise qu'elle est à seulement quelques rues. Alors, elle lui envoie un message pour dire qu'elle va revenir lui rendre le billet. Olga lui répond de ne pas le faire. Elle frappe à la porte. Olga, encore en colère, n'ouvre pas. Elle entend ensuite des pas s'approcher de la fenêtre de sa chambre, s'attendant à ce que sa copine frappe à la fenêtre pour qu'elle lui dise de déguerpir. Mais elle ne frappe pas et finit par partir. Sa copine lui envoie un message en disant qu'elle a glissé les 20 $ dans la porte moustiquaire. Olga va pour les récupérer, mais il n'y a rien. Olga répond à sa copine qu'elle n'a rien trouvé à la porte et demande si elle est vraiment passée par la fenêtre de sa chambre. Sa copine, surprise, lui dit qu'elle n'a jamais approché la fenêtre. Là, Olga comprend que quelqu'un les a observés de très près. En 3 minutes à peine, l'argent laissé par sa copine a disparu. Et le seul endroit d'où quelqu'un aurait pu surveiller, c'était leur cour arrière. En gros, la personne non seulement savait que sa copine venait pour la voir, mais elle savait aussi exactement où se trouvait sa chambre. Une semaine plus tard, elles entendent de nouveau des pas dans la cour. Olga refait sa petite routine, elle attrape son arme, se poste dans le salon et commence à allumer les lumières. Puis, elle a une idée. Elle fait clignoter les lumières à chaque pas qu'elle entend pour faire croire à l'intrus qu'il est observé. Au bout d'un moment, elle l'entend courir. Alors elle fonce jusqu'à l'œilleton et voit un grand type aux cheveux en bataille filer par l'allée. Même si elle ne voit pas bien son visage, la silhouette lui rappelle vaguement celle de Steve. C'est là qu'elle se souvient des emails que Steve lui avait laissés. Comme elle reste toujours sur ses gardes, elle avait remarqué que son nom complet y figurait et avait décidé de les garder au cas où. Elle récupère son nom de famille, fait une recherche dans les dossiers publics et tombe sur une photo d'identité récente. Quand elle la montre à sa sœur, son visage devient livide. Elle lui dit que oui, elle le connaît. Il sentait la poubelle et la mettait mal à l'aise. Elle explique qu'il était venu la voir plusieurs fois à son travail, l'interrogeant sans cesse et qu'elle n'oubliera jamais le sourire menaçant qu'il lui avait lancé dès qu'elle avait lâché son prénom. Elle se souvient du pur sentiment de terreur que ça lui avait inspiré. Olga se rend compte que Steve l'avait probablement suivi jusqu'à chez elle en vélo. Et qu'en fait, tout cela n'avait jamais concerné sa copine ou sa sœur. C'était elle qu'il voulait. Dès que sa sœur lui a dit ça, Olga appelle la police. Elle leur remet les emails et raconte tout, jusqu'au moindre détail comme le nom du cuisinier qui pourrait décrire la voiture de Steve. En une semaine, ils retrouvent la voiture, abandonnée au bord d'un lac. À l'intérieur, ils trouvent un tas de détritus, quelques affaires personnelles et surtout des centaines de pages avec ses pensées et ses plans complètement fous. Tout ce qu'il savait ou croyait savoir sur elle, sur sa sœur, les trajets entre chaque tramway pour retrouver sa sœur, les détails de leur maison, des infos sur sa copine, tout y est. Le pire, c'est le plan qu'il avait écrit, ultra détaillé et ultra cru.
Et attention, c'est hyper bizarre. Moi, je fais que lire ce qu'il y a décrit. Il voulait s'introduire chez elle, tuer sa sœur pour l'attendre, puis s'assurer qu'elle reste en vie pendant qu'il la découpait petit à petit et la mangeait, tout en la forçant à regarder pendant qu'il se masturbait. Phrase hyper glauque à dire. Moins de 24 heures après la découverte de la voiture, les flics retrouvent le corps de Steve dans le lac. Olga avait déjà un syndrome de stress post-traumatique, tout comme sa sœur, mais cet événement a empiré les choses. Sa sœur ne peut même plus travailler, et elles suivent toutes les deux une thérapie. Ça lui a pris des mois avant d'en parler, tellement ça la replonge dans l'angoisse. Mais elle s'est dit qu'il fallait que cette histoire soit racontée. Peut-être que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread horreur. Bon, je sais même pas si j'ai besoin de faire une conclusion, étant donné la dernière phrase là que j'ai dite à un moment. Voilà, je pense que j'ai tout dit, c'est n'importe quoi. Il est fou le gars. Enfin, il était. Apparemment, il n'est plus de ce monde. En tout cas, bon, la petite Olga et sa sœur vivent tranquillement maintenant. Enfin, un peu traumatisés quand même. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. En décembre 2015, Manon fait un trajet du nord au sud à travers le Midwest des États-Unis. À ce moment-là, elle est encore étudiante à l'université, dans la vingtaine, et elle rentre chez elle pour les vacances du semestre. Elle roule vers le sud à travers le Kentucky, sur l'I-65, vers 23h30. Il lui reste environ 1 heure de route avant d'atteindre la ville où elle a prévu de s'arrêter pour la nuit. La route est déserte, aucune autre voiture en vue depuis un bon moment. Cette partie de l'I-65 est une autoroute à 6 voies. 3 de chaque côté au sud du parc national de Mammoth Cave, juste au nord-est de Bowling Green dans le Kentucky. Manon est en train de changer la musique sur son téléphone quand, dans son rétroviseur, elle aperçoit une semi-remorque qui arrive derrière elle. Elle arrête ce qu'elle fait, éteint le téléphone et attend que le camion la dépasse. Mais au lieu de la dépasser complètement, le camion se cale à la hauteur de sa voiture et ajuste sa vitesse pour rester à côté d'elle. Ensuite, le chauffeur allume un projecteur qui éclaire directement à l'intérieur de la voiture de Manon. La lumière braquée en plein sur son visage. Elle ne comprend pas trop ce qu'il se passe parce qu'elle n'a jamais vu un camion faire un truc pareil. Le projecteur reste allumé pendant ce qui lui semble une éternité. Et à ce moment-là, elle commence à avoir sérieusement peur. Elle fixe la route droit devant, essayant de ne pas regarder le camion. Manon ralentit pour que le camion puisse enfin la dépasser. Le chauffeur éteint la lumière et finit par passer devant elle, en se rabattant sur la voie de droite. Mais Manon est encore plus stressée après cet épisode. Elle ralentit encore et change de voie pour se mettre à gauche, histoire de mettre un peu de distance entre elle et ce camion. Sauf que le camion revient à la charge. Il se remet à sa hauteur en ajustant à nouveau sa vitesse et se place sur la voie du milieu, parallèle à sa voiture. Là, le projecteur se rallume et éclaire cette fois-ci l'intérieur du côté passager de la voiture. À ce moment-là, Manon comprend que le chauffeur la suit délibérément. Elle garde les yeux fixés sur la route, convaincue que regarder le camion ne ferait qu'empirer les choses. Finalement, le camion éteint la lumière et se range devant elle sur la voie de gauche. Manon décide qu'elle doit prendre de la distance, alors elle change à nouveau de voie, cette fois-ci derrière le camion, pour revenir sur la voie de droite. Elle accélère un peu pour garder le camion à bonne distance. Elle doit rouler à environ 120 km/h, à la limite de la vitesse autorisée. Sauf qu'au moment où elle termine sa manœuvre, le camion commence à changer de voie et accélère, comme s'il voulait la rattraper. Là, Manon comprend qu'il est temps de vraiment se barrer. Elle appuie à fond sur l'accélérateur et monte à 150 km/h, la vitesse la plus rapide qu'elle ait jamais conduite de sa vie. Elle réussit à mettre un bon kilomètre de distance entre elle et le camion, puis ralentit un peu. Mais quand elle regarde dans le rétroviseur, elle ne peut pas croire ce qu'elle voit. Le gros semi-remorque orange illuminé par les lampadaires d'un échangeur engloutit rapidement la distance qu'elle avait créée. Le camion fonce droit sur elle à une vitesse dingue. Elle appuie encore sur l'accélérateur, mais ça ne change rien. Le camion la rattrape en un rien de temps, se cale à nouveau à sa hauteur et rallume le projecteur. Manon garde les yeux droits sur la route, refusant de jeter un coup d'œil vers le camion. À ce moment-là, elle se dit que c'est son seul avantage dans cette situation. C'est la maniabilité de sa petite voiture. Manon freine et se laisse distancer par le camion, se déplaçant sur la voie du milieu, derrière lui. Le camion change de voie pour passer sur la droite, alors elle se met juste derrière, dans son angle mort, là où le chauffeur ne peut pas la voir. C'est là qu'elle repère un panneau indiquant une sortie. Elle se dit que c'est sa seule chance de s'enfuir. Elle reste planquée derrière le camion, toujours dans son angle mort, en attendant le bon moment. Une fois que la carrosserie du camion dépasse le point où la sortie commence à se diviser, elle fonce. Au dernier moment, elle quitte la route principale et s'engage dans la sortie, laissant le camion filer droit devant. Complètement secouée par ce qui vient de se passer, Manon se demande jusqu'où elle doit s'éloigner de l'autoroute. Elle ne peut pas s'empêcher de penser que le camion pourrait revenir pour la chercher.
Finalement, elle trouve un Wendy's juste à côté de la sortie et décide de s'y arrêter. C'est un fast-food en gros. Elle se gare, sort de sa voiture et fait un tour rapide pour voir si tout est en ordre. Pendant un moment, elle se dit que peut-être le conducteur du camion essayait de lui faire signe que quelque chose clochait avec sa voiture. Après une inspection, rien, tout était normal. Elle reste un moment au Wendy's attendant que le camion soit bien loin avant de reprendre la route. Une fois sûre qu'il n'y a plus de danger, elle retourne sur l'autoroute et roule jusqu'à son hôtel. Après tout ça, quand elle retourne à la fac après les vacances, elle décide de ne plus jamais prendre l'I-65. Alors des threads comme ça, on n'en voit pas souvent sur la route là, et j'ai vraiment bien aimé. Vraiment bien flippant le mec, donc franchement, bon, j'aurais pas aimé être à la place de la fille, parce que clairement le semi-remorque, qu'il aurait pu lui foncer dedans et tout. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé le thread, je sais pas ce que t'en as pensé. Allez, on passe au prochain. Il y a quelques mois, Marie est chez une copine avec sa cousine. Vers 2h du matin, elle décide de rester. Elles disent au revoir à leur amie et sortent de l'appart, se retrouvant dans la cour de l'immeuble. Là, Marie montre à sa cousine que sa voiture est garée à 30 mètres sur la droite, tandis que celle de sa cousine est garée juste devant la sortie, à seulement 2 mètres sur la gauche. Il faut savoir que dans la ville de leur copine, toutes les lumières s'éteignent après minuit. Donc il fait nuit noire et on ne voit même pas à 1 mètre devant soi. Marie dit à sa cousine qu'il est hors de question qu'elle aille seule à sa voiture dans cette obscurité totale, parce qu'elle flippe facilement. Mais sa cousine, qui n'a aucun instinct de survie, refuse de l'accompagner, puisqu'en soi, sa propre voiture est juste à côté. Marie insiste et ça dure 2 minutes de négociation intense, mais sa cousine ne veut rien savoir, en disant que Marie fait trop de chichi. Pourtant, Marie jure que vraiment, elle n'y voit rien du tout tellement il fait noir. Sa cousine se décide alors à partir seule en disant qu'elles se rejoindront ensuite. Mais Marie, refusant catégoriquement d'aller à sa voiture toute seule, la suit et lui dit « Dans ce cas, on va toutes les deux dans ta voiture, moi j'irai pas là-bas toute seule. » Elle se dirige donc vers la voiture de la cousine, Marie la suit, même si sa cousine continue de dire que c'est ridicule. Elle sort sa clé pour déverrouiller la voiture à distance. Pendant tout ce temps, elles sont devant la cour et même si la voiture est juste là, à 2 mètres, plongée dans la pénombre, elle ne la voit pas. Sa cousine déverrouille donc, les feux de la voiture clignotent, et là, elle voit une silhouette d'homme immobile devant la voiture. Elles arrêtent net de parler, de bouger, tout. Elles sont figées. Cet homme était là, juste à écouter toutes leurs discussions, sachant bien que Marie flippait à l'idée de se faire agresser. Et il est resté collé à la voiture, à attendre, sans bouger. Marie sent l'angoisse totale monter en elle. Elle se dit tout de suite que ce type ne peut pas avoir de bonnes intentions, sinon il se serait planqué. Elle commence à dire à sa cousine qu'elle devrait retourner dans la cour, en essayant de rester calme, mais sa cousine panique. Marie finit par la tirer et retourne dans la cour en appelant leur copine pour qu'elle leur ouvre la porte. Elles rentrent et attendent. L'homme passe de l'autre côté. Elles attendent un peu et quand elles ne le voient plus, elles retournent en courant jusqu'à la voiture de la cousine. Celle-ci démarre mais les feux de recul et là, l'homme est de nouveau là, derrière la voiture. Elles partent en se disant que c'est peut-être un SDF qui traîne dans le coin. Mais finalement, avec les feux de la voiture, elle voit son visage. C'est un homme grand en veste en cuir et chaussures de sécurité. Elles n'attendent pas une seconde et se barrent direct. Depuis, elles se garent toujours côte à côte pour éviter de faire le trajet chacune de leur côté. Pire sensation du monde pour elles à ce moment-là. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread d'horreur. Petit, mais il est bien. Tu vois ce que je veux dire? Chelou, pourquoi t'attends? Noir et tout. Oui, je bug parce que clairement, je comprends pas. Marie, heureusement qu'elle a pas été toute seule. Parce que clairement, le mec, bon, je pense que la cousine aurait entendu Marie crier peut-être. Mais quand même, qu'est-ce qu'elle aurait fait peut-être? Le mec, ça se trouve, il avait sa voiture garée entre les deux. Il l'aurait mis dans sa voiture et paf, fait clac-clouc, la Marie, elle est embarquée, on sait pas où. Allez, prochain thread d'horreur. Alors cette histoire, eh bien c'est celle d'une abonnée. Je vais vous faire le petit comme elle me l'a écrit au début et puis après je passe à la 3e personne. Salut Delcor, j'espère que tu vas bien. Je vais bien et j'espère que chacun et chacune d'entre vous allez bien. Je te suis depuis peu et j'aimerais te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a peu. Et ça va être un peu long. Alors ça c'est le côté qui me fait rigoler à chaque fois. Vous me dites ah ça va être long et tout. Et après quand je le mets moi dans mon logiciel que j'utilise, ça fait 2 pages. Alors que des fois, je vous raconte des histoires qui font 24 pages, 25 pages, et là, ça commence à être long. Mais je peux comprendre, c'est parce qu'en fait, vous avez vécu l'horreur, et pour vous, rien que de le raconter, c'est une horreur, et c'est long, j'imagine, à poser les mots sur le clavier, quoi. Donc forcément, je peux comprendre. Mais voilà, moi, ça me fait un petit peu sourire, dans le sens où je suis en mode, ça va être long, et je vois le texte, il est pas si long, j'ai l'habitude. Mais c'est parce que j'ai l'habitude, voilà. Bref, petit aparté. Alia raconte qu'un soir, elle est chez elle avec sa cousine et des amis de celle-ci, en train de les aider à finaliser un exposé d'histoire. Elle a son ordi, alors elle leur donne un coup de main. Vers 20h, ils ont terminé, et comme ils doivent imprimer les documents,
Elle part avec sa cousine à la librairie, qui a environ 15 minutes de marche. Arrivée à la première librairie, elle constate qu'elle est fermée. Du coup, elle continue pour aller à la suivante. Pour situer un peu le contexte, elle passe par une rue super animée, avec plein de voitures, de gens partout. Tous les magasins sont encore ouverts à cette heure-là, donc rien qui pourrait inquiéter. Sur le chemin du retour, Alia discute avec sa cousine, quand tout à coup, un mec débarque, s'approche d'elle, la prend par la taille et la soulève. Elle nous explique que la situation est vraiment bizarre et tellement inattendue qu'elle ne réagit pas tout de suite. Elle lui demande de la lâcher, mais il la tient tellement fort que ses pieds ne touchent même plus le sol. Et le pire, c'est qu'il y a des gens partout autour d'eux, des passants, des voitures qui passent. Mais personne ne semble s'inquiéter de ce qui se passe, comme si les gens étaient indifférents. Même sa cousine ne réagit pas. Le gars se met alors à répéter en souriant. « Je suis plus fort que toi, tu peux pas te libérer. Alors, essaye de te libérer ?» Il le répète plusieurs fois, comme si c'était un jeu pour lui. Alia commence à se dire que c'était peut-être quelqu'un qu'elle connaît, parce que sérieusement, qui vient soulever une fille de 16 ans comme ça en pleine rue? Le type semble avoir 25 ans environ. Puis d'un coup, il la repose par terre, mais il la soulève encore une deuxième fois. Elle essaye de se débattre, de se libérer, mais il la tient avec une force incroyable. Il met alors sa main entre ses jambes pour toucher ses parties intimes. C'est à ce moment-là qu'elle panique réellement. Et elle lui dit « lâche-moi » ou je crie. Et enfin, il la lâche. Et sur le coup, elle savait pas vraiment quoi faire. Elle a juste repris sa route et elle tremblait comme pas possible. Arrivée à la maison, c'est là qu'elle réalise ce qui lui est arrivé. Et là, elle éclate en sanglots. Ce qui l'a le plus traumatisé, c'était la réaction des gens. Personne ne semblait inquiet de la situation. En fait, elle avait l'impression que tout le monde était complice de ça. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Alors déjà, un grand merci à toi de nous l'avoir partagé. Parce qu'il faut du courage pour partager tout ça. Si toi aussi là tu veux partager une histoire, c'est sur delcorstory@gmail.com. Que dire si ce n'est que t'es tombé sur un grand malade? Le mec, pourquoi? J'ai pas les réponses. Pourquoi? Voilà. Une question qui restera sans réponse parce que t'arrives dans la rue, le mec il vient, il soulève et puis après les autres actes complètement... j'ai pas les mots. Donc voilà, on va passer à la prochaine histoire. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lilian. Il a 17 ans et il a vécu cette histoire quand il avait 16 ans. Ça lui marque encore aujourd'hui tellement il était traumatisé. Et il l'est encore. Lilian est en vacances d'été dans une résidence bien sécurisée. Tout est clôturé et il faut un code pour rentrer. Donc impossible pour un inconnu de s'y faufiler. Un jour, il part faire quelques courses dans un magasin en dehors de la résidence. À un moment, il croise le regard d'un homme d'environ 60 ans, avec un chapeau sur la tête qui le fixe de façon très bizarre. Lilian est un peu confus, il détourne le regard et change de rayon. Après ça, il ne revoit plus l'homme de la journée. Le lendemain, vers midi, il se dirige vers le restaurant de la résidence pour manger. Et sur le chemin, il voit au loin ce même homme du magasin. Il a un frisson et il se dit que c'est peut-être juste une coïncidence. Plus tard, il apprend que l'homme n'a rien à faire dans la résidence. En le voyant, Lilian accélère le pas et monte rapidement les escaliers pour atteindre le restaurant, qui est sur une grande terrasse avec vue sur la résidence. Arrivé en haut, il jette un coup d'œil là où se trouvait le monsieur. Et il est toujours là, le regardant fixement. Puis après environ 5 secondes, il enlève son chapeau et s'en va. À partir de là, Lilian commence à stresser. Il en parle à ses parents, mais évidemment, il pense qu'il fait de la paranoïa ou qu'il exagère. Pourtant, Lilian est sûr que quelque chose ne tourne pas rond avec ce type. Puis arrive le moment qui le terrifie. Il est minuit pendant une nuit de pleine lune. Lilian dort mal, alors il décide de sortir sur la terrasse de la maison de location de la résidence. Il prend un verre d'eau, regarde son téléphone et à un moment, il décide de lever les yeux pour admirer un peu la lune. Et là, qu'est-ce qu'il voit à côté d'un arbre? Le fameux vieil homme. Il est là, seul, à côté d'un arbre, en train de le fixer. Lilian est figé, comme paralysé. Quand il reprend ses esprits, il court directement dans la chambre de ses parents et les réveille en leur disant que le type bizarre est dehors. Son père, agacé d'être réveillé, le suit, mais évidemment, une fois dehors, l'homme a disparu. Son père l'engueule parce qu'il l'a réveillé pour rien, et Lilian passe une des pires nuits de sa vie, incapable de dormir. Et ses parents sont déjà partis faire une randonnée sans lui, vu qu'il s'est levé trop tard. Il va dans la cuisine, repense à ce qui s'est passé, se pose devant la télé pour essayer de se changer les idées. Vers midi, on toque à la porte. Il pense direct que ce sont ses parents qui reviennent pour manger, donc il se dépêche d'ouvrir. Et là, son cœur manque de lâcher. C'est l'homme, avec sa canne et son chapeau. Là, il panique, il est persuadé que sa vie est en danger. Alors il lui saute dessus, le plaque par terre et commence à lui poser des questions sur pourquoi il le suit. Aucune réponse, l'homme ne dit rien. Finalement, Lilian se relève et recule, laissant l'homme se redresser. Celui-ci ramasse sa canne, remet son chapeau et avant de partir, lâche. On se reverra mon petit gars. Lilian est choqué, il ne réagit même pas. Après 5 minutes à réfléchir à ce qu'il vient de vivre,
Il pense à appeler la police, mais l'homme a déjà disparu. Depuis, Lilian ne l'a plus jamais revu, mais il est persuadé que cette histoire est la plus marquante de toute sa vie. Voilà, un petit vieux avec une canne et un chapeau, très flippant. Bon, si t'as kiffé, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo. Portez-vous bien, tchuss les petits potes.